invité pour ce Louscraz est Franck Giaoui, bonjour. Bonjour Nicolas Vous Dose. êtes le directeur de ERA Finance. Alors on va sur votre site et là on a une énorme phrase en caractère gras qui nous dit: ERA est la déesse du mariage et de la maternité. Elle symbolise le rapprochement des êtres et le fruit de celui-ci. Je me suis dit, mais si c'est ça, vous n'avez pas grand-chose à faire sur BFM Business. Seulement il y a le mot finance derrière. Donc qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Alors Finance. ERA Finance, c'est effectivement une société spécialisée dans le rapprochement d'entreprises, notamment à l'international. Donc les fusions-acquisitions. Fusion-acquisition si vous voulez, mais également partenariats commerciaux, industriels, joint venture. C'est notre premier Banque métier. d'affaires, comme Lazare est une banque d'affaires. Oui, plus modestement, on va dire, nous sommes indépendants. Deuxième activité que nous avons développée plus récemment, c'est le management de transition. Ça c'est quoi le management de transition? C'est transmission d'entreprise? Alors, effectivement, ça peut être dans le cas de transmission d'entreprise. Il y a des situations un petit peu particulières dans lesquelles on n'a pas forcément en interne les hommes ou les femmes de la situation, ou alors en cas de vacances, de direction générale, en attendant de recruter quelqu'un de permanent. Donnez-moi une idée pour justement imaginer la taille que représente ERA Finance. Combien de personnes travaillent avec vous? C'est une toute petite entreprise. Qui existe depuis combien de temps? Depuis 1996, donc une quinzaine d'années. Ça commence déjà à être l'âge mûr. Voilà, c'est une entreprise mûre et petite. La spécificité, c'est que tous les clients qui travaillent avec nous savent que personnellement, je m'occuperai des missions de A à Z. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez aujourd'hui sur BFM Business? Vous m'avez passé un coup de téléphone et vous m'avez parlé de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, visiblement, ERA Finance a quand même un prisme particulier sur l'Afrique. Dites-moi en plus. Tout à fait. Alors, il y a deux choses. Bien sûr, il y a un tropisme particulier qui m'est personnel, je vous l'expliquerai dans un instant, mais il y a aussi une actualité. On parle beaucoup de l'Afrique depuis quelques mois pour des choses positives. La Coupe du Monde du football en Afrique du Sud et, on va dire, la révolution de Jasmin dont vous parliez encore tout à l'heure en Tunisie. Eh bien, il faut savoir que ces événements positifs n'auraient pas pu survenir si, depuis une vingtaine d'années, les structures économiques et sociales de l'Afrique n'avaient pas évolué, notamment dans ces pays. L'Afrique du Sud, il y a une vingtaine d'années, est arrivée à la démocratie. On n'aurait pas eu la Coupe du Monde de football aujourd'hui si ce n'était pas le cas. Et pour ce qui concerne la Tunisie, le pays dans lequel je suis né, c'est un pays dans lequel un tiers de la population est diplômée de l'enseignement supérieur. C'est un pays qui, sur les 10 dernières années, un tiers de la population, plus donc qu'en France. Pas plus qu'en France, c'est équivalent. En France, on a 12% des adultes à peu près qui vont faire des études supérieures. Alors il faut prendre une classe d'âge. Il faut prendre une classe d'âge donnée. C'est comparable effectivement à la plupart des pays européens. Et deuxième chose, là c'est encore plus important, c'est les nouvelles technologies. C'est-à-dire que depuis 10 ans, par exemple, les pays d'Afrique du Nord ont multiplié par 12 le nombre de connectés à Internet On va parler du ou de phénomène téléphones mobiles. Lorsque vous dites ces événements positifs comme la révolution de Jasmin, vous avez vu ce qui se passe en Jordanie, vous avez vu ce qui se passe en Égypte. On peut imaginer qu'effectivement il y a un réveil des peuples et que ça n'est pas forcément négatif, mais enfin là on est quand même en train de parler d'une vague d'inflation sur les denrées alimentaires qui risque de pousser dans la rue les gens parce qu'ils ont faim. On n'est pas vraiment sur quelque chose de forcément très positif. Non, bien Même sûr. si dans le cas tunisien c'est très particulier. Alors, je parle effectivement du cas tunisien que je connais bien. C'est toujours positif d'avoir un peuple fier, qui a confiance en l'avenir et qui lève la tête. Et c'est en ce sens que je qualifie l'Afrique de nouvelle frontière, un petit peu un clin d'œil au programme spatial que lançait Kennedy dans les années 60. En fait, nous sommes vraiment en présence d'un continent, en tout cas de beaucoup de pays, qui sont des marchés très très importants pour les sociétés européennes, d'une manière générale pour les pays Donc, avancés. En gros, ERA Finance aujourd'hui, un client français vient vous voir, vous dit j'aimerais investir en Afrique, vous êtes là pour l'aider, pour lui trouver des partenaires, pour lui trouver des connexions, pour lui dire où aller, pour lui dire comment faire les pièges à éviter. Exactement. Voilà. Alors, Exactement. Cas pratique, je suis une entreprise, par exemple, on va imaginer, qui propose, parce que c'est un marché en expansion, et vous allez m'expliquer pourquoi tout à l'heure, qui propose des services de paiement sans contact. Visiblement, le paiement sans contact par téléphone portable est quelque chose qui explose totalement en Afrique. Je m'appelle Orange, je suis déjà présent au Kenya, je suis présent en Côte d'Ivoire, au Maroc, et je veux aller plus loin, notamment je pense à l'Afrique de l'Est, qui est quand même un peu votre cible. Vous prenez un exemple qui est excellent sur lequel l'Afrique, certains pays africains sont en avance par rapport à l'Europe. Le Kenya, il y a une société qui s'appelle M-Pesa, qui est notamment une filiale de Vodafone, donc effectivement un autre groupe de télécom mobile. Eh bien, il faut savoir que cette société a 7 millions d'abonnés au Kenya. C'est le porte-monnaie électronique dont on parle depuis une dizaine d'années en France et qui n'est pas véritablement développé. Eh bien, effectivement, que ce soit une grande entreprise ou une entreprise familiale qui souhaite s'implanter
en Afrique. Nous les aidons pour identifier des partenaires, éventuellement des cibles d'acquisition ou des partenaires commerciaux. Nous les accompagnons. Nous identifions également les gens qui sur place vont faire le lobbying et également le recrutement de cadres compétents. Donc le travail de la banque d'affaires de A jusqu'à Z. Est-ce que vous avez aujourd'hui l'argumentaire prêt pour répondre à toutes les idées reçues sur l'Afrique qui vont forcément à un moment ou à un autre vous être opposés? La démocratie, les despotes, l'absence d'élections éclairées, les problèmes d'infrastructure, où là on est sur des choses plus basiques. Est-ce que vous avez aujourd'hui des réponses à apporter à tout cet univers sur lequel je vais revenir? Parce que j'ai trouvé différents points de vue assez étonnants sur l'Afrique. Alors, nous ne sommes pas des idéologues, nous faisons des affaires et donc évidemment il faut reconnaître que quand on parle de l'Afrique, c'est un petit peu vite dit. Il y a 54 ou 55 pays en Afrique maintenant. Voilà, déjà vous êtes sur l'Afrique de l'Est principalement. L'Afrique de l'Est, en tout cas une douzaine de pays qui sont essentiellement, pour les nommer, les pays d'Afrique du Nord, Tunisie, Maroc, Algérie, Égypte. L'Afrique du Sud, qui représente encore pratiquement la moitié du PIB de l'Afrique, et puis quelques grands pays, pratiquement, et quelques pays d'Afrique subsaharienne qui vont du Nigeria, l'Angola et le Kenya et la Tanzanie. Voilà. D'accord. Et donc ces pays-là qui ont d'ailleurs fait un marché commun tout récemment. L'Afrique de l'Est a fait un marché commun tout récemment. Et effectivement, on est dans des pays qui sont en démocratie depuis pratiquement une vingtaine d'années, sur lesquels il y a des alternances présidentielles. Alors parfois ce sont des alternances tribales, parfois ce sont des alternances religieuses, entre le Kenya et la Tanzanie par exemple. On est dans des pays où il y a une véritable presse indépendante, où il y a des élections. Il y a eu cet été des référendums constitutionnels qui sont passés très correctement, et la presse indépendante est très irrévérencieuse envers le pouvoir. Donc nous ne sommes plus dans des dictatures, même des dictatures éclairées. Évidemment, il s'agit d'une quinzaine de pays à tout au plus. Alors on a souvent tendance à voir effectivement soit blanc, soit noir, les questions liées à l'Afrique. On y reviendra d'ici quelques minutes parce qu'on va marquer une pause. Juste un mot, Franck Giaoui, sur cet extraordinaire engouement pour la téléphonie mobile sur le continent africain. Est-ce qu'il y a une explication simple et rationnelle pour Très simple. Pourquoi est-ce que ça cartonne véritablement en Afrique? Très simple. L'Afrique a eu cette chance en même temps que cette difficulté de partir de rien. Il n'y avait pas d'infrastructure. Et donc plutôt que de créer des infrastructures de fixe, les États, avec bien sûr les entreprises privées, ont investi dans les réseaux mobiles. Ça allait plus vite. Ça allait beaucoup plus vite. Moins d'investissement pour couvrir des territoires très vastes. Exactement. Et alors vous avez aujourd'hui, dans certains pays, des abonnés qui ont plusieurs lignes, plusieurs numéros, puisqu'ils optimisent les coûts de communication en fonction de l'opérateur. En fonction du service qu'on veut, il faut avoir plusieurs opérateurs parce que c'est pas le même prix. Dans beaucoup de pays, c'est le cas, effectivement. Donc en fait, ce sont les terres glacées qui ont fait que les pays nordiques ont été en avance sur la téléphonie mobile parce qu'on ne pouvait pas faire de tranchées justement pour mettre des pylônes ou alors pour mettre de la fibre sous terre. Et c'est l'urgence d'un retard à rattraper qui a poussé l'Afrique à passer à la téléphonie mobile si rapidement. Exactement. Et c'est ce qui a fait qu'il y a des véritable géant de télécom en Afrique, MTN par exemple, 15 milliards de dollars, beaucoup plus rentable que certains de nos grands concurrents européens. Alors atout et handicap de l'Afrique, on va en parler dans un instant avec Franck Giaoui, il est donc le directeur de Hera Finance. Le 12-15, le club VIP, Nicolas Dose sur BFM Business. Mon invité Franck Giaoui, il est donc le directeur de Hera Finance, banque d'affaires indépendante qui conseille ses clients pour des opérations de fusion-acquisition, pour des transmissions d'entreprises, pour des placements privés et notamment sur les territoires d'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, il nous a un peu décrit les pays sur lesquels il agissait, les pays du Maghreb, un peu d'Afrique de l'Est et également l'Afrique du Sud. Je vais vous opposer deux visions très caricaturales parce que c'est généralement comme ça qu'on parle de l'Afrique et puisque vous êtes là, on va probablement pouvoir trouver le point d'équilibre. Rapport McKinsey, septembre 2010. L'heure des lions, l'Afrique à l'aube d'une croissance pérenne. Et là, ils nous disent, investir en Afrique est impératif. On nous dit que le PIB africain a augmenté de quasiment 5% entre 2000 et 2008 tous les ans. Que le décollage économique est durable, qu'il est robuste, que désormais l'urbanisation est rapide. Et qu'il y a une nouvelle classe de consommateurs, donc il y a de l'argent à gagner. Et là, la conclusion du rapport est aller investir en Afrique. Et attention, ça va se jouer dans les 5 ans qui viennent. Sous-entendu, dans 10 ans, il sera trop tard. Et puis vous trouvez, le 14 juin 2010, dans l'Expansion, l'interview d'Abdoulaye Bio-Tchane, qui est le président de la Banque Ouest-Afrique, Banque Ouest-Africaine de Développement. Et il nous dit l'Afrique n'est pas encore émergente, hormis l'Afrique du Sud. L'Afrique va croître, oui, mais on n'y est pas encore, dit-il. Sur le terrain, c'est contraintes sociales, bureaucratie, corruption. Ce qui compte, ce n'est pas la réalité, conclut le président de la Banque Ouest-Africaine de Développement. Ce n'est pas la réalité, c'est la façon dont l'Afrique est perçue. C'est la perception. Vision très positive, vision finalement très peu encourageante.
Je pense pas qu'elle soit contradictoire. Peut-être 2 ou 3 chiffres quand même pour baser sur des faits. La taille en termes de puissance industrielle et économique de l'Afrique est un petit peu supérieure aujourd'hui à celle du sous-continent indien, équivalente au Brésil. Et en croissance, c'est effectivement une croissance de l'ordre de 5%, c'est-à-dire 5-6% pour les prochaines années, on estime selon le FMI, c'est-à-dire à peu près 3 fois la croissance de la France ou la croissance de la zone euro. Donc ça donne quand même quelques idées. Et en termes de croissance, j'en suis certain. Il est évident que même si quand vous comparez la croissance que nous avons aujourd'hui ici avec la croissance chinoise qui est à 2 chiffres, il est évident que les écarts sont absolument colossaux. Mais il faut voir aussi de quelle base on part. On part effectivement d'une base plus faible et la solution entre ces deux paradoxes, enfin ce paradoxe apparent, c'est tout simplement que l'Afrique n'est pas un continent homogène. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont extrêmement avancés. Vous en citez un, l'Afrique du Sud, mais les pays d'Afrique du Nord également. Même la moitié du PIB africain. Bon. Voilà. Et ces pays ont un niveau de vie qui est pratiquement comparable à celui de certains pays européens. Et effectivement, vous avez à l'autre extrême des pays qui sont très retardés, avec très peu d'infrastructures, très peu d'éducation. Le défaut, c'est de parler de l'Afrique, en fait. On parle de l'Afrique. On parle plus de l'Asie maintenant. On parle de l'Inde, on parle de la Chine, on parle de la Corée du Sud, de la Corée du Nord pour d'autres raisons. Et là, on parle toujours de l'Afrique, effectivement. Voilà. Et il faut parler de certains pays en priorité, bien sûr. Ceux que vous avez ciblés et ceux qui sont aujourd'hui des pays, j'imagine, ouverts, démocratiques, accueillants, avec suffisamment d'infrastructures, des réseaux de téléphonie mobile fonctionnants et un tissu entrepreneurial qui permet de trouver des partenaires. Il y a un tissu entrepreneurial extrêmement vivant et je pense qu'il faut viser aussi certains secteurs. Alors c'est vrai qu'historiquement, l'Afrique a été extrêmement active dans toutes les matières premières, les hydrocarbures, les extractions minières. Ça représente maintenant moins du quart du PIB africain. Et donc, il faut s'orienter vers d'autres secteurs. On en parlait tout à l'heure, les télécoms. C'est le secteur qui croît le plus en Afrique. C'est le secteur aussi le plus rentable. Imaginez que la rentabilité moyenne des 3 plus gros opérateurs télécoms africains se situe entre 10 et 30% de rentabilité nette. 10 à 30% de rentabilité nette, c'est énorme. Et est-ce que l'Internet mobile arrive avec les smartphones, qui fait qu'effectivement des gens qui n'ont jamais eu d'ordinateur et qui n'en auront jamais ne vont finalement entrer sur l'Internet qu'au travers de ces fameux téléphones ? Tout à fait. Bon, maintenant c'est bien connu que la révolution de Jasmin a été pour l'essentiel déclenché par les réseaux sociaux et l'Internet mobile également. Les télécoms, c'est votre business aujourd'hui, Franck ? C'est une grosse partie de notre business. Nous travaillons par exemple aujourd'hui pour une société tunisienne qui cherche à se rapprocher d'un groupe international dans le secteur des télécoms. Donc c'est un secteur en pointe. Le deuxième que je voulais mentionner, c'est la finance. Et la finance, on a parlé tout à l'heure de M-Pesa. Il y a également des banques plus classiques, des banques comme Ecobank par exemple, qui en Afrique de l'Ouest est extrêmement active, une trentaine d'agences, une véritable société mature. Et puis d'une manière générale, ce qui est intéressant, ce sont les sociétés de services, les médias, la grande consommation, la distribution, la publicité même, qui est... tous les spécialistes de publicité disent que l'Afrique, c'est le nouvel Eldorado. 16 milliards de dollars de chiffre d'affaires publicitaire en Afrique, c'est quelque chose d'énorme. L'Afrique du Sud, pour reprendre simplement l'Afrique du Sud, c'est le poids du Canada ou de l'Espagne. Je crois que l'Afrique du Sud, il ne faut pas la prendre comme exemple. Alors je vous refais une autre vision très caricaturale et on finira par ça. 2 visions. Donc vision très positive, l'Afrique terre de croissance, gisement de nouveaux consommateurs. On a vu que Walmart a eu pour la première fois un distributeur s'intéresser, en l'occurrence à l'Afrique du Sud, on a parlé d'Orange. Ou alors vision qui parfois nous semble plus réaliste, l'Afrique c'est la solution à nos pénuries. C'est-à-dire c'est le grenier des pays émergents. On va même maintenant acheter carrément des pans entiers de terres arables. C'est un sous-sol qui est parfois encore vierge. C'est un monde de cuivre, d'or, d'étain. Ce sont des terres ensoleillées où on peut faire du photovoltaïque et voir, dans le pire des cas, des banquiers pour certains partis politiques. Alors, je crois qu'il faut être très méthodique quand on aborde ce continent et les différents pays. Il faut y aller avec des atouts. Le premier atout, c'est de se faire accompagner. Ce sont des pays où le réseau relationnel, l'implantation locale est extrêmement importante. Donc, y aller avec des gens qui connaissent, s'associer avec des partenaires locaux qui sont introduits en termes de relations, et également avec des gens qui connaissent la législation locale.
Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est la qualité de la main-d'œuvre. Et là, évidemment, il y a d'énormes écarts selon les pays. Et effectivement, il y a aussi un transfert de compétences qu'il faut mettre en œuvre. Le troisième, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est l'infrastructure des transports qui nécessite la localisation en zone périurbaine. Et enfin, je dirais, le point le plus important, c'est peut-être l'adaptation de l'offre. Je vous donne un exemple. IBM a packagé ses logiciels pour pouvoir les vendre à $10 par mois à des individus. Ou Danone qui vend ses yaourts à l'unité plutôt que les vendre en package. Il faut adapter l'offre, réduire la complexité de cette offre et faire en sorte qu'il y ait un service intégrant également le remplacement. Voilà. Merci Franck Jaoui d'être venu nous parler de votre activité et du potentiel de croissance et de création de richesse qui existe véritablement en Afrique. Vous êtes donc le directeur de Hera Finance.